Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi RTI 1, vous faites bien. Voici les titres de ce 20h. Le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques tire à sa fin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan vient de présider la cérémonie de clôture. Le Sahara 2017 a enregistré 300 000 visiteurs. La Côte d'Ivoire prépare activement le 5e sommet Afrique-Union européenne prévu du 29 au 30 novembre prochain. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, était en visite sur les chantiers routiers engagés. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous sommes le 25 novembre aujourd'hui. C'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire accentue la lutte. Le ministère de la Femme lance 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. L'Égypte est en deuil. Le pays pleure les 305 morts dans l'attentat survenu hier contre une mosquée dans le nord Sinaï. Toutes les victimes de l'attaque, l'une des plus meurtrières dans l'histoire du pays, ont été inhumées ce samedi. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Dans la page culture de ce 20h, nous parlerons cinéma avec une invitée dont le visage est connu des téléspectateurs. Suzanne Kwame est artiste, comédienne, promotrice des tresses africaines, chef d'entreprise. Elle a été révélée au public par le truchement de la série télévisée Faut pas fâcher sur RTI 1. Après donc des moments d'absence sur le petit écran, l'Ivoirienne passionnée de cinéma signe son grand retour avec son film Amour et argent. Peut-on aimer sans argent? La réponse se trouve dans le film que nous présentera notre invité dans quelques instants. Bonsoir Suzanne Kwame. Bonsoir madame. Amour et argent, c'est comme ça que vous signez votre retour au cinéma? Oui, tout à fait, parce que c'est les deux éléments essentiels de la vie. Et nous allons en parler dans une trentaine de minutes exactement dans la page culture. À tout à l'heure, Suzanne Kwame. Nous commençons par ce communiqué qui vient de nous parvenir. Il émane de la présidence de la République. À son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée au sein d'une mosquée à El Harich, dans le nord Sinaï, ce vendredi 24 novembre, en pleine prière du vendredi, et qui a malheureusement fait des centaines de morts et plusieurs blessés, victimes innocentes d'une barbarie sans nom. Je condamne de la manière la plus absolue ce lâche attentat qu'aucune cause ne saurait justifier. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence et au peuple égyptien tout entier ma profonde sympathie et vous prie de transmettre mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés ainsi que mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. En vous renouvelant ma sincère compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Ce communiqué est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et justement, l'Égypte est en deuil. Le pays pleure donc les 305 morts, dont 27 enfants dans l'attentat survenu hier contre une mosquée dans le nord Sinaï. Toutes les victimes de l'attaque, l'une des plus meurtrières dans l'histoire récente du pays, ont été inhumées aujourd'hui. À noter que quelques heures après la promesse du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de venger les martyrs, l'armée a procédé dans la nuit à des frappes aériennes dans la zone de l'attaque où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne de l'EI. Notez que l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Je l'annonçais dans les titres, le Sahara 2017 est à sa fin. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan présidait donc tout à l'heure la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Et durant 10 jours, l'événement aura réuni environ 300 000 visiteurs. Temps fort de cette 4e édition, la présentation de la 2e phase du PNIA, Programme national d'investissement agricole. Les intentions d'investissement enregistrées à cette édition du Sahara pour le PNIA 2 se chiffrent à plus de 1665 milliards de francs CFA, ce qui atteste du succès du Salon international des ressources de l'agriculture et des ressources halieutiques, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, que je vous propose d'écouter maintenant. Et c'était à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Avec la 4e édition du Sahara, le Sahara retrouve sa périodicité initiale de manifestation biennale. Il ne fait aucun doute que notre salon s'est bonifié au fil du temps. Et depuis sa reprise en 2015,
Après, comme rappelé tout à l'heure, les deux premières éditions de 1997 et de 1999, le Sahara a acquis la dimension d'un grand événement agricole continental, voire international, qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique d'un développement de tous les secteurs de l'économie nationale. Et dans la dynamique du Sahara, la rédaction vous propose un dossier dans ce 20 heures consacré à la mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Quels défis de la productivité et de la pénibilité? Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement pour accompagner la modernisation des outils de production? Nous irons dans les locaux de l'Institut de technologie tropicale et au Centre de démonstration et de promotion des technologies. Le dossier de ce 20 heures est signé Lanciné Bakayoko. Commune de Port-Boué, la Société ivoirienne de technologie tropicale IDT. Sa mission, accélérer le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le patron de la structure, l'enseignant Dosso, est bien au fait de ses missions. Quand nous prenons simplement le PND 2016-2020, la transformation est au cœur de cette stratégie et en son axe numéro 3. Donc ça voudrait dire en fait que le gouvernement est conscient de l'importance de la transformation de nos produits agricoles. C'est pour ça d'ailleurs que nous accentuons les recherches. Nous continuons de mener des recherches sur les spéculations qui sont définies comme prioritaires par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela fait aujourd'hui de IDT un acteur incontournable du paysage agro-industriel national et régional. Pour la confection des équipements, tout commence ici au bureau d'études. Stéphane est l'architecte de service. Nous réalisons nos études en fonction de deux canaux principaux. Le premier canal, c'est lorsque les clients nous sollicitent à travers la direction commerciale. Le deuxième canal, c'est lorsque nous organisons nous-mêmes des audits sur le terrain, notamment en zone rurale. Nous sommes dans l'atelier de fabrication des équipements agricoles, le cœur de l'entreprise. Ici, le chef, c'est lui. Nous sommes en train d'usiner une pièce de notre essoreur, une des machines de production ici à l'atelier. Et cette pièce est faite à partir des plans qui nous proviennent directement du bureau d'études sur ces trois sections qui travaillent conjointement afin de sortir les équipements de production de IDT. Les techniciens ne chôment pas, ils sont à la tâche vers des objectifs communs. Aline occupe les fonctions de gestionnaire de stock. Électromécanicienne, elle n'hésite toutefois pas à revenir dans le chaudron en cas de besoin. Cette machine-là, elle aide les mamans à faire les semoules, que ce soit le petit grain, le moyen, le gros grain. Et sa capacité, c'est 250 kg par heure de semoule. Sur place, la ligne de fabrication d'Atiki fonctionne à plein régime avec un produit fini bien apprécié. La compagnie dispose également d'un savoir-faire dans le domaine des féculents humides, notamment l'igname, la banane plantain et la patate douce, qu'elle transforme en flocons et en farine pour la confection des pains de foutou. Une bonne nouvelle pour les riziculteurs. Cette batteuse fait 1 tonne à l'heure, 1 tonne de battage à l'heure, pour pouvoir répondre aux sollicitations des producteurs. Donc cette année, avec cette batteuse, nous pouvons vraiment relever le défi au niveau de la riziculture ici en Côte d'Ivoire. La société a mis en place aussi une technologie d'extraction d'huile de palme à l'échelle semi-industrielle. La capacité actuelle de traitement est de 500 kg de régime par heure. Mais dans les années à venir, l'on devrait voir une montée en puissance de cette technologie. Au niveau du cajou, des équipements modulaires sont au point. Nous avons travaillé sur un outil qu'on appelle Pince Calao, qui permet de connaître la qualité des noix. Dès que nous connaissons cette qualité, nous entrons dans un processus de transformation. Il y a des technologies pour lesquelles nous continuons toujours la recherche, notamment le décortiqueur, parce que dans la transformation de la noix de cajou, c'est l'étape essentielle de tout ce processus-là. Grâce à son laboratoire, tous les protocoles de fabrication des denrées alimentaires sont passés à l'éprouvette avant la vulgarisation. Tout producteur d'aliments propre pour la consommation humaine doit avoir en son sein un plan d'hygiène. Et il faut pouvoir le maîtriser pour que le produit qui sort à la fin, lorsqu'il sera consommé, ne puisse pas porter atteinte à la sécurité sanitaire du consommateur. Malgré ces performances, force est de reconnaître que la vétusté des machines-outils limite les capacités. Des investissements sont prévus pour améliorer les capacités de production, surtout dans un contexte de demande croissante. Nous avons mis en place un site
très dynamique, à partir duquel les commandes sont enregistrées. Et aussitôt après, nous avons un service de veille qui, 24 heures sur 24, est donc connecté à ce site-là pour pouvoir recueillir et surtout répondre très rapidement aux sollicitations donc des populations. 673 000 tonnes, c'est la production annuelle ivoirienne de noix de cajou. Malheureusement, le taux de transformation de cette matière première reste faible, soit seulement 5%. Pour rattraper ce retard, le Centre de démonstration et de promotion de technologies CDT s'est donné 3 objectifs. La première mission, c'était de renforcer le tissu industriel de la Côte d'Ivoire par le transfert de technologies déjà éprouvées. La deuxième mission, c'est susciter et stimuler la création des petites et moyennes entreprises, surtout dans le secteur agro-industriel. La toute dernière des missions, c'est de promouvoir les résultats issus de notre centre de recherche qui est IDT. Au-delà de ces questions, le centre essaie de trouver des solutions aux problématiques majeures liées à la mécanisation. En son temps, on utilisait les dabas, les machettes. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser des machines telles que des semoirs, des laboureurs, des tracteurs, ainsi de suite. L'une des activités essentielles, c'est la valorisation des fruits. Pratiquement tout type de fruits, nous pouvons les transformer. Ces technologies peuvent facilement faire la stérilisation même de ces fruits-là. Le centre développe aussi d'autres technologies qu'il entend vulgariser auprès des utilisateurs. Nous avons une ligne complète semi-automatique de transformation de noix de cajou brute en amande. Voilà, ça c'est un cuiseur, ça c'est une chaudière. Après avoir fait cuire les amandes, on les fait sécher, n'est-ce pas, et nous passons au décortiquage. D'énormes avancées qui ont besoin d'être soutenues pour enrichir la gamme des technologies à proposer aux porteurs de projets. Voilà, mécanisation, le défi de la productivité, de la pénibilité est un sujet de Lansene Bakayoko du service économie de la rédaction. La Côte d'Ivoire se prépare activement pour le 5e sommet Afrique-Union européenne prévu du 29 au 30 novembre prochain. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, était en visite sur les chantiers routiers engagés. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage des voies d'accès aux différents sites devant abriter les assises. On retrouve Lansene Bakayoko. Pour ce sommet UE-UA, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, qui va abriter les assises, a presque fini sa toilette. Le gigantesque édifice est quasiment prêt. Quant aux différentes voies d'accès aux réceptifs, les travaux de bitumage, en fait de réhabilitation, sont dans leur phase finale. Il était bon que, sur l'instruction du Premier ministre, nous venons donc regarder pour que toutes les voies qui accèdent donc à cet hôtel soient vraiment praticables. Au niveau du boulevard de Marseille à Marcory, où logeront également certaines délégations, des couches de bitume ont aussi été posées sur les chaussées par endroits endommagés. Il s'agit de faciliter la circulation et d'embellir les sites. Pour le ministre Amédée Kouakou, une exigence de confort, mais surtout une question de prestige pour la Côte d'Ivoire. Partout où nos hôtes vont habiter, partout où ils vont passer, des travaux sont en train d'être entrepris pour que nos hôtes puissent circuler de façon aisée donc, sur ces voies. Plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus à ce grand rendez-vous intercontinental d'Abidjan. Comme le 25 novembre aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre ces violences. Le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et ses partenaires lancent une campagne nationale, 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Vous allez le voir, une marche a été organisée pour sensibiliser les populations, surtout sur le mariage précoce. À Soutouré. Plus de 600 femmes à la marche. Pancarte en main, slogan à l'appui, elles ont parcouru 4 km pour marquer le lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agissait d'une marche sportive couronnée de fitness. C'est par le sport qu'on règle beaucoup de choses, et la cohésion sociale, et la santé, et tout ce que cela peut composer. Parce que non seulement ça nous aidera à aider nos sœurs de l'intérieur comme de l'extérieur, pour ne pas qu'elles soient obligées à faire des choses qu'elles ne veulent pas, afin de poursuivre la jeunesse normalement.
Le thème retenu cette année au niveau national est « Mariage des enfants, agissons ensemble et maintenant pour y mettre fin ». Selon une enquête, plus de 12% de filles sont précocement en union avant l'âge de 15 ans et 36% des filles de 18 ans sont déjà mariées. Tandis que seulement 6% des hommes sont en union avant l'âge de 18 ans. Ces 16 jours d'activisme seront une occasion pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de sensibiliser les populations en vue d'un changement de comportement. Le mariage des enfants aujourd'hui entraîne beaucoup de choses. Vous n'allez plus aller à l'école, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que nos jeunes filles qui sont mariées dans ces circonstances-là finissent par être frustrées et sortent de là. Elles finissent par s'adonner au vieux métier de la vie. Elles finissent par être même des passeurs de drogue. Elles finissent même à donner leur vie au terrorisme. Autant de conséquences. Nous les femmes, vous les hommes qui nous supportez, on ne peut rester indifférents face à cela. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons marcher en toute fraternité pour leur dire de façon très pacifique que nous ne voulons plus cela. À cette marche, il n'y avait pas que des femmes. Les hommes également étaient de la partie. C'est un combat qui nous concerne tous. On ne peut pas laisser uniquement les femmes s'occuper de ça. Nous sommes venus soutenir les femmes. Il s'agit pour nous de nous exprimer sur tout ce qui fragilise le devenir de nos enfants. Ça suffit. Il faut donner la chance à nos filles, à nos petites filles. Il faut leur donner la chance de devenir des cadres de demain. Deux dates marquent respectivement le début et la fin de la campagne. Le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Et le 10 décembre, la journée internationale dédiée aux droits humains. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat donc qui concerne non seulement les femmes, mais également les hommes que vous avez entendu tout à l'heure. Une plateforme d'échange entre acteurs de la modernisation de l'administration et journalistes dénommée la matinale de la modernisation existe désormais. Pour ce premier rendez-vous, le ministre Abina Kwaku était l'invité. Il a défini les grands axes de son département ministériel qui se résument notamment en la célérité dans le traitement des dossiers, la transparence et l'équité. Explication détaillée avec Raskandou. La Côte d'Ivoire. Aspirant à l'émergence à l'horizon 2020, il nous faut donc soigner la qualité de notre administration publique, son image, sa crédibilité, son degré de performance et partant, la qualité des services qu'elle rend aux usagers. Ces propos du ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public ont été tenus au cours du premier rendez-vous de la matinale de la modernisation. Une plateforme d'échange entre acteurs de la modernisation et journalistes. 4 mois après la création de ce ministère, le ministre Pascal Kwaku Abina a dévoilé son plan d'action au titre de l'année 2017-2020. La mise en place d'un guichet unique de l'administration publique qui sera seule interface entre l'administration et l'usager. La simplification des organisations et des procédures et l'utilisation des nouveaux modes de gestion. Cela va participer à l'efficacité et à l'efficience de l'administration. Afin de garantir la bonne manière de servir, la fiabilité et la crédibilité de notre administration publique, il faut inculquer la notion d'éthique et de déontologie dans l'administration publique ivoirienne. À travers tous ces chantiers, le ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public veut œuvrer à l'avènement d'une administration publique compétitive, attractive et qui place la satisfaction de l'usager au cœur de ses préoccupations. La CNDHCI, Commission nationale des droits de l'homme, et l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme organisent ici à Abidjan un congrès. L'objectif de ce rendez-vous est de mettre à la disposition des participants les outils qui leur permettront d'assurer l'effectivité des droits des personnes migrantes. Ahmed Traoré, Astou Touré.
Le 6e congrès de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme AFCNDH, qui se tient à Abidjan les 25 et 26 novembre, a pour objectif de doter les participants d'outils concrets afin d'assurer l'effectivité des droits des personnes migrantes. En marge du 6e congrès de l'Association des commissions nationales des pays francophones, au nombre de 36, nous allons réfléchir sur des solutions pour à l'effet de mieux protéger, n'est-ce pas, les droits des personnes migrantes. À l'issue de cette rencontre, des mécanismes seront proposés à nos différents gouvernements à l'effet de mieux protéger les droits des personnes migrantes. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représentant le Premier ministre, estime qu'il y a urgence à mettre fin au scandale de la crise migratoire qui déshonore la dignité de l'homme. Suite aux révélations qui ont été faites sur les trafics des êtres humains en Libye, c'est un véritable scandale et ce rendez-vous ne pouvait avoir qu'une tonalité particulière puisque ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Leur vocation, c'est de faire en sorte que ce socle humaniste que nous confèrent les droits de l'homme soit renforcé. L'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, AFCNDH, est un réseau des commissions nationales de l'espace francophone. Elle a été créée en mai 2002 avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Objectif, valoriser et renforcer le rôle des commissions nationales des droits de l'homme dans la protection et la promotion des droits humains. Et il y a effectivement urgence concernant cette question migratoire. Plus de 30 migrants ont trouvé la mort et 200 autres ont été secourus ce samedi après le naufrage de 2 embarcations au large des côtes libyennes. Les gardes-côtes libyens ont mené 2 opérations de sauvetage à Tripoli. Les conditions climatiques de ces jours-ci semblent propices à l'envoi de migrants vers les côtes européennes à bord d'embarcations souvent vétustes qui peinent à arriver à destination. Nous partons à présent pour le village de Pont-Vogo, situé à quelques kilomètres de Korogo. L'école primaire du village a été dotée d'une cantine entièrement équipée. C'est une action de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Et cette fondation a également offert plus de 300 kits scolaires aux élèves de la localité. Mama Traoré. Sur des notes de balafon, ces écoliers du village de Pont-Vogo, dans le département de Korogo, peuvent exulter. Leur école primaire vient d'être dotée d'une cantine, offerte et entièrement équipée par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La donatrice offre également au village 300 kits scolaires et des tonnes de vivres pour permettre à la cantine de fonctionner. Votre action ici à Pont-Vogo permettra d'améliorer les conditions de vie et le rendement scolaire des élèves tout en leur offrant un cadre propice à l'apprentissage. Merci infiniment pour cette preuve d'humanisme qu'elle a toujours démontré à travers le monde, qu'elle a toujours démontré à travers l'Afrique, qu'elle a toujours démontré en Côte d'Ivoire. Et là, je dirais, la preuve d'affection qu'elle a pour nous, particulièrement Pont-Vogo. Appuyer la scolarisation à Pont-Vogo, terre natale de Brahima Koulibaly, proche collaborateur de la première dame Dominique Ouattara. Voilà qui motive ce geste, selon Aïssatou Sissé, responsable de l'éducation à la fondation Children of Africa. Encourager nos enfants à aller à l'école, cette cantine va participer à maintenir les enfants à l'école, à les encourager. Merci aux enseignants. C'est vous qui allez assurer l'avenir de nos enfants. Après la cantine et les kits scolaires, le village de Pont-Vogo a soumis une autre doléance à la première dame Dominique Ouattara, celle de doter l'école primaire d'un second bâtiment de 3 classes. L'ambiance est tout autre dans le département de Katiola où des agents des eaux et forêts ont été séquestrés, des bâtiments administratifs vandalisés et des véhicules de service détruits. C'est le bilan du soulèvement des populations de Fronan contre l'Office ivoirien des parcs et réserves. À l'origine, la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama occupée illicitement par certains individus. Kader Sogodogo pour en savoir davantage. Les locaux de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPF vandalisés
Non loin de là, ceux de la Sodefort dans le même état. Un détour à la direction des eaux et forêts, le constat est identique. Voici le triste tableau du soulèvement de certains jeunes de la commune de Fronan contre les agents de l'OIPR basés à Katiola. Au centre de la discorde, la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Depuis 2002, des clandestins ont infiltré cette forêt classée. Après une longue phase de sensibilisation débutée en 2014, certains individus ont du mal à se conformer à la réglementation. L'OIPR est allé en début de semaine là pour contrôle. Et à leur grande surprise, les jeunes, sans s'y attendre, les jeunes des Fronan sont organisés et ils les ont rejoints dans la réserve avec des bois, des fusils. Et donc, on surpris, les 15 éléments qui étaient partis étaient impuissants devant la population. Un véhicule calciné, un autre saccagé, une trentaine de motos calcinées ou emportées. Le bilan matériel est lourd. Le bilan humain vient traduire de la violence subie par les agents de l'OIPR dans l'exercice de leurs fonctions. 4 blessés, dont un dans un état critique. La première responsable de l'OIPR de Katiola s'en sort avec le crâne fendu. Le Toubib aura fait 4 points de suture. C'est surprenant parce qu'il n'y a rien eu de différent à nos missions que nous faisions avant. Et donc, moi par exemple, j'ai été blessé à la tête parce que en allant me chercher une cachette, j'ai dû heurter un bois au genou et je suis tombé. Ils se sont rués sur moi, ils étaient 3 ou 4. Et avec les goudins, c'est sur ma tête qu'ils ont commencé à taper. Donc j'ai dû utiliser les dernières forces qui me restaient pour me relever et les affronter. Le chef à canton de Fronan joue la carte de l'apaisement. Je demande à la population de quitter au moment où je vous parle. Là. Je ne veux même pas qu'il y ait même une mouche à la réserve. La réserve appartient à l'État. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. En attendant, ces services ne pourront pas mener à bien leur mission, celle de veiller sur la protection de la faune et de la flore. Je vous conduis à présent à Conakry, la capitale guinéenne qui est aux couleurs de l'Union internationale de la presse francophone. Les 46e assises de la plus vieille organisation francophone de journalistes se déroulent avec 300 participants qui viennent partager leurs expériences en matière d'investigation. Il est clair pour l'organisation que ce genre journalistique reste la plus élaborée et nécessite une meilleure gestion de la part des journalistes. Notre reporter Adama Kone participe à ces assises. 300 journalistes venant de 48 pays ayant le français en commun réunis dans la capitale guinéenne, Conakry. Les 46e assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF se sont ouvertes ce mercredi. Sujet à traiter, journalisme, investigation et transparence. C'est le journalisme d'investigation mené avec rigueur qui met en lumière les imperfections de nos sociétés contemporaines et qui conduit irrémédiablement à la transparence de celle-ci. Soutenir l'Union internationale de la presse francophone n'est pas seulement une nécessité ardente, c'est pour nous une exigence morale, parce que nous avons bien conscience que l'UPF constitue un indispensable laboratoire d'idées, une vigie de la démocratie, un réseau irremplaçable et un relais essentiel de notre action à travers le monde. Tour à tour, le président de la section guinéenne, Ibrahima Kone, le secrétaire international de l'UPF, Jean Kouchner, et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la Guinée, Cheikh Sako, ont souligné la nécessité de mutualiser les moyens de recherche de l'information pour des dossiers plus profonds et échapper ainsi aux contraintes et pressions économiques et politiques. On a eu des échanges d'expériences dans les autres pays. Je pense que in fine, au point d'achèvement de ces assises, tous les participants partiront avec un capital de connaissances, un capital de pratique. La délégation ivoirienne participant à ces 46e assises, forte de 13 personnes, est la plus importante. Et on ouvre à présent la page culture de ce 20h avec un film documentaire intitulé Dominique Ouattara, un cœur en action. C'est un film que vient de produire la Fondation des artistes africains. L'œuvre souligne l'humanisme et retrace les actions sociales de la première dame ivoirienne, le témoignage de Serge Kolia. Après Ado, un cœur qui parle, en 2015, Edmond William, président de la Fondation des artistes africains,
remet le couvert avec Dominique Ouattara, Un cœur en action. Ce film documentaire de 26 minutes vient immortaliser les actions humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire depuis la création de la Fondation Children of Africa en 1998. 26 minutes de témoignages et de faits marquants retracés au cours de cette conférence à l'attention des journalistes de la presse nationale et internationale. L'objectif à travers ce film documentaire, c'est de montrer aux yeux de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier cette générosité qui la caractérise. Vous savez, aujourd'hui, le monde traverse des difficultés. Il faut que ceux qui en ont ouvrent les mains à ceux qui n'ont pas. Cela crée la joie, cela crée même moins de conflits, cela crée l'unité. En plus d'être diffusé sur la RTI et les chaînes de télévision africaines, Dominique Ouattara, Un cœur en action, sera tiré en 20 000 exemplaires. Objectif, distribuer gratuitement aux populations ivoiriennes et aux représentations diplomatiques afin que ces témoignages soient suffisamment partagés. L'initiative de la Fondation des artistes africains est saluée par les mécènes culturels. C'est du vécu. C'est du vécu, c'est la politique, elle mène des actions, mais elle recherche quoi? C'est parce que son cœur est bon qu'elle fait ça, c'est tout. Tout le monde a de l'argent, tout le monde, des gens ont de l'argent, mais enlever pour donner à quelqu'un, comme elle le fait, c'est vraiment rare. Projeté en avant-première le vendredi 24 novembre, Dominique Ouattara, Un cœur en action, sera présenté officiellement le 11 décembre prochain. L'œuvre se décline en deux versions, une de 26 minutes pour la télévision et une autre de 52 minutes pour les projections en salle. Et on en arrive à l'entretien avec notre invitée de la page culture de ce 20h. Bienvenue, Madame Suzanne Kwame, sur notre plateau. Merci à vous. Alors, vous êtes actrice, comédienne, mais depuis un moment, on ne vous voyait plus sur le petit écran. Ben, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé. Et puis après, j'étais en train de me consacrer sur le magazine. Donc, ça fait que je n'étais pas très disponible pour... Faut pas fâcher, sinon je suis là. Vous êtes là et justement, vous avez signé votre grand retour au cinéma avec, cette fois-ci, en tant que productrice. Tout à fait. Film intitulé Love and Money. Yes. Ou bien si on veut Amour pour les et francophones, argent. Amour et argent. On va regarder juste ce résumé avec notre conseil. Si tu serais revenu sur le plateau pour en parler. D'accord. Je peux voir mon mari, s'il vous plaît? Love and Money ou Amour et argent est un film produit par la comédienne et actrice Suzanne Kwame. Un film tiré de faits réels dont l'objectif est d'éduquer, instruire, informer et distraire le public. Amour et argent retrace l'histoire d'un directeur de société, Boni Aka. Bonne situation sociale, après plusieurs déceptions amoureuses, il pense avoir trouvé la perle rare, la femme selon son cœur. Son nom, Abiba Kone, une belle femme qui aime la vie de luxe. Le couple mène une vie agréable jusqu'au jour où Boni Aka décide de tester l'amour de sa femme en se faisant passer pour un sans-emploi. Après une fausse prophétie annoncée à l'endroit de son meilleur ami Calvin. Ce dernier, qui verra sa femme le quitter. Va s'en suivre scénario et intrigue. Au travers de ce film, Suzanne Kwame dénonce la cupidité dans le mariage, la trahison, le manque de sagesse, les fausses prophéties et bien d'autres. Elle appelle à cet effet à un éveil de conscience pour faire face à ces maux qui minent la société. Amour et argent est un long métrage de 90 minutes qui a vu la participation de plusieurs acteurs de renom tels que Betta Michel, Jimmy Coy, Goué Juliette et bien d'autres. La grande première s'est déroulée récemment au Palais de la Culture. Alors Suzanne Kwame, pourquoi amour et argent? Ben, amour et argent parce que ce sont les deux éléments essentiels de la vie. Et à un moment donné, on voit combien l'amour ou l'argent font tellement de dégâts qu'il fallait faire un film pour sensibiliser un peu, afin que les gens comprennent que la vie, là, c'est pas seulement l'argent, mais il y a le côté humaniste qui est quand même important. Il y a aussi l'amour. Oui. Alors, peut-on aimer de nos jours sans argent? Oui, c'est possible. La réponse se trouve au cinéma sans moi. La réponse se trouve dans le film? Dans le film. Mais répondez-nous, vous, en tant que productrice, qui avez choisi de parler de cette thématique, amour et argent, ça fait bon ménage, non? Oui, moi je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire? Oui. Pas l'un et l'autre. Alors, vous jouez le rôle principal. Oui. Abiba. Oui. C'est le nom de notre directrice, mais elle n'est pas comme ça. Hein, non, non, pas du tout. C'est une coïncidence, simplement. D'accord. Vous êtes productrice, mais également actrice principale dans Amour et argent.
vous êtes actrice en même temps. Le casting a été difficile? Non, pas du tout. Moi, je savais déjà que j'allais jouer le rôle principal du film, donc il fallait chercher les acteurs secondaires. Et ça n'a vraiment pas été difficile parce qu'il y a tellement même d'acteurs, de comédiens sur la place qu'on n'a pas besoin de trop se... Et surtout que vous jouez bien. Ben oui, alors pourquoi chercher loin? Alors, la plupart de vos acteurs sont peu connus. Ça, c'est l'observation que j'ai faite. Quelles sont les raisons? Ben, ils ne sont pas peu connus. Ils ne sont pas populaires? Ils ne sont pas populaires, c'est vrai. Mais c'est des gens qui sont habitués quand même sur les plateaux de tournage. Il y a Gimi Koy qui est connu, il y a Julie Goué qui est aussi connue. La seule personne qui est vraiment très naïve, qui fait ses premiers pas, c'est Bonnie, qui est l'acteur principal, le deuxième acteur principal. C'est lui seulement qui est tout nouveau dans ce film, mais c'est fait exprès. En fait, je ne voulais pas utiliser les visages qui sont très connus, parce que je me dis, parfois, il faut donner la chance aux autres. Il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion. Et moi aussi, on m'a tendu la perche et aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu. Donc, je me dis, bon, ben, on va laisser ceux qui sont très connus et puis commencer avec les autres et puis on verra ce que ça va donner. C'est votre histoire que vous racontez dans Amour et Argent? Non, pas du tout. C'est l'histoire d'un monsieur. Mais tout le monde se retrouve dans cette histoire, comme par hasard. Sinon, c'est l'histoire d'un monsieur. Et j'ai été touchée par son histoire et je me suis rendu compte que... ça vous a inspiré? Et ça m'a inspiré parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la même situation. Donc, à un moment donné, je me dis, mais il faut mettre au cinéma pour que les gens prennent conscience de certains comportements que nous posons dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? La cupidité, les mauvaises prophéties qui détruisent la vie des couples, des personnes même. Et puis, il y a les mauvaises compagnies, les mauvais conseillers, il y a tout ça qui assez d'intrigues. Assez d'intrigues qui sont réunies dans le film qui donne Amour et Argent. D'accord. Alors, produire un film, c'est coûteux. Combien a coûté ce film que vous avez produit vous-même? Produire un film, c'est vraiment coûteux. Ce film m'a coûté environ 30 millions, même plus. Mais bon... Suzanne Kwame est donc riche? Oui, je suis riche, je peux le dire, je suis riche. Parce que pour moi, la richesse, c'est déjà les idées. Donc, quand j'ai des bonnes idées, donc du coup, je me dis que je suis riche parce que maintenant, il faut donner les moyens de pouvoir réaliser toutes ces idées qu'on a. Le financement du cinéma est une question cruciale. Vous, comment vous avez obtenu le financement? Ben, moi, je travaillais sur fonds propres avec quelques partenaires et j'ai fini de faire le film. Il y a le fonds aussi qui m'a accompagné dans la promotion du film. Mais sinon, moi, je pense que si on veut attendre, avoir de l'argent de tout le monde, c'est sûr qu'on ne pourra pas produire. Donc, à un moment donné, il faut prendre l'initiative de commencer. Et une fois que tu commences, il y a certaines personnes qui sont sensibles à certains projets qui peuvent facilement venir vous accompagner. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les femmes productrices de films, puisque vous avez décidé de vous engager dans cette aventure? Est-ce que vous vivez une réalité différente de celle des hommes? Non, pas du tout. On a pratiquement les mêmes réalités, les mêmes difficultés. C'est le financement. Donc, c'est le même problème, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Nous rencontrons tous les mêmes difficultés. Nous n'avons pas beaucoup de financement pour pouvoir produire des films et c'est vraiment dommage. Alors, elles sont nombreuses à avoir tenté l'aventure, comme vous, mais malheureusement, elles se sont arrêtées en cours de chemin pour problème de financement, comme vous venez de le dire. Alors, vous, quel sera votre remède, puisque vous voulez aller loin? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont commencé, mais je me dis en même temps aussi qu'on n'a pas le même destin. Dieu fait grâce à qui veut. Et puis ensuite, on tire un peu des leçons des échecs des autres pour pouvoir s'améliorer. Et donc, je vois un peu les faiblesses des unes des autres. Donc, moi, comme je veux aller loin, j'essaie de m'organiser et de m'organiser surtout pour me donner les moyens de pouvoir bien faire ce que je veux faire pour aller effectivement là. Donc, je me suis entourée de personnes très professionnelles, des coachs. Qui vous coachent? Voilà, j'ai des coachs et puis bon, ben... De bons conseillers. Des bons conseillers, en résumé, qui m'aident vraiment à avancer dans mes projets. Vous êtes passée de comédienne à productrice. Comment s'est faite cette étape? En 2 mots. Ben, je veux dire, c'est pas très loin de comédienne à productrice, mais c'est tout à fait normal. Hein. Bon, c'est une suite logique. C'est des échelons. Et puis, bon, je me dis que c'est une suite logique. Et vous êtes aussi promotrice des traits africaines. Toutes ces activités, comment vous arrivez à les coordonner rapidement? Et puis, votre rêve à la fin de Amour et Argent? Ben, c'est une question d'organisation et puis une question de priorité. Donc, aujourd'hui, par exemple, la priorité, c'est Amour et Argent. Et votre rêve, donc? Donc, mon rêve, c'est que ce film soit primé.
mon rêve aussi, c'est que tous les Ivoiriens s'approprient ce film, qu'ils sortent pour venir voir ce film. Les cinéphiles répondent? Oui, très favorablement. Est-ce qu'on a réussi vous avez réussi à les réconcilier avec les salles, les cinémas? C'est ce qu'on essaie de faire. C'est difficilement qu'on est en train de le faire, mais je pense que c'est en train de venir progressivement. C'est pas facile parce qu'il y a longtemps que nous n'allons plus au cinéma. Donc les Ivoiriens ont perdu cette habitude-là. Donc pour renouer, il faut faire beaucoup d'efforts. Mais je pense qu'ils ont compris. Et en plus, tous ceux qui sont allés voir ce film, ils trouvent que le film est bon. Donc c'est aux Ivoiriens de venir se réconcilier avec le cinéma ivoirien. Et quand on parle d'amour et argent, pourquoi ne pas courir donc dans les salles de cinéma? Tout à fait. Merci beaucoup Suzanne Kwame d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Vous restez avec nous. On va aller dans le district du Zanzan où les populations se sont retrouvées aujourd'hui à la place de la paix de Bouna pour rendre hommage au président de la République et surtout lui exprimer leur soutien pour sa politique de développement et pour les actions de paix. Cette cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui en a profité pour présenter les projets de développement de la Côte d'Ivoire tout en appelant les populations au renforcement de la cohésion sociale. Voilà la fin de ce 20h réalisé par RBK. Merci à toute l'équipe technique. Ce journal a été supervisé par Michel Digré. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.